Là, je vous parlerai surtout aujourd'hui de Bernard, l'ami, et bien sûr l'auteur, naturellement. Donc j'ai intitulé la présentation « L'ami, l'auteur, le passionné ». C'est-à-dire que j'encadre l'auteur par l'amitié sans laquelle je crois que l'on n'édite pas vraiment un livre s'il n'y a pas d'abord une fusion, une interpénétration, et puis s'il n'y a pas une passion de communiquer. L'écriture, l'édition, je crois que c'est d'abord, on l'a dit précédemment, la communication, mais une communication dans une relation passionnelle. Et je dois dire qu'avec Bertrand, je vais revenir après à mon texte, avec Bernard, c'était toujours une connivence profonde dans la joie, toujours, et dans le rire. Ce qui est extraordinaire, il y a tellement de raseurs que d'auteurs condescendants, qui ont une autre opinion de lui-même, quand on rencontre quelqu'un comme Bernard, qui ne se prenait pas au sérieux, alors que c'était un grand monsieur, eh bien c'est un plaisir, et je dirais une jouissance de la communication, de la lecture et de la fabrication d'un livre, ce qui est extraordinaire. Je reviens un peu sur l'histoire avec Bernard, et c'est autour de Jacques Fontaine que tout a commencé avec Bernard. Jacques Fontaine, c'est un protestant de l'Ouest qui, persécuté à la suite de la révocation de l'île de Nantes, s'enfuit en Angleterre en novembre 1685, très tôt. Et c'est un huguenot intrépide, opiniâtre, indéfectiblement attaché à sa foi, jamais découragé. Et il fera des tas de métiers. Et il avait marqué profondément Bertrand, très profondément. Et sa passion m'a conquis, évidemment, et je fus conquis, comme Bernard avait été par Jacques Fontaine. Et par le texte de Fontaine, qui est passionnant, et par l'enthousiasme de Bernard, qui parlait de Fontaine. Ici, en effet, pour Bernard, l'historien se confrontait au mémorialiste à 300 ans de distance. Et effectivement, un homme qui racontait son histoire, celle de sa famille, celle de sa résistance qui donnait chair au récit, un récit mouvementé tellement extraordinaire entre l'Angleterre, l'Irlande, les pirates, il y a de tout dans sa vie, que Bernard y voyait un grand écrivain, non seulement un grand huguenot, mais un écrivain qu'il comparait à Defoe et à Smollett. Lui, le spécialiste, ce n'était pas une idée comme ça vague. Et donc, au-delà, ce que je trouve intéressant également, au-delà des qualités stylistiques de Fontaine, il y voyait d'abord une dimension spirituelle et une adjuration à ne jamais renoncer. Ces mémoires d'une famille huguenote, écrites en 1722, ne furent publiées en France qu'en 1887. Et je les ai rééditées en 92, donc un siècle après, avec des précieuses notes et une postface de Bernard, édition que je devais reprendre en 2003, excusez-moi, du lapsus. Et je trouve là une fidélité. C'est le premier texte que j'ai publié avec Bernard. Ce n'est pas un texte de Bernard, mais des notes précises de Bernard. Et je trouve intéressant que dès 92, donc ce qui montre l'ancienneté de mes liens avec Bernard. Et dans son avant-propos, je voudrais le citer, Bernard déclarait qu'il ne connaissait pas d'autres textes qui expriment aussi fortement en notre langue la conscience puritaine. Mais il corrigeait le puritanisme authentique, celui du XVIIIe siècle, qui déjoue les connotations nées de l'ère victorienne. Et il disait en cette façon amusante, à l'époque où, sous la reine Victoria, on parlait pas, c'était inconvénient de parler des pieds des tables. Il y avait une connotation qui sentait la sexe maudit. Et il dit, loin d'être pudibond ou effarouché, le puritain programme dans un même élan sa vocation terrestre et la louange de Dieu. Concluant par ces mots, l'écriture procède ici bien de l'écriture. Et derrière le document brut de l'adaptation réussie d'une famille de réfugiés, comment ne pas voir la glose du texte révélé? Et dans la postface qu'il a écrite à ce texte, qu'il intitule Jacques Fontaine ou la Providence dans le texte, qu'il avait dédié à son fils Yann.
il écrit « Après une quinzaine d'années d'études du protestantisme français dans ses relations avec l'Angleterre, j'avoue que j'ai trouvé dans ce témoignage, plus encore que des instruments d'analyse, des raisons d'espérer. » Et je dirais que dès cette époque, avec Bernard, nous avons eu une relation passionnée, et on se voyait fréquemment. Une amitié fondée, je dirais, sur l'esprit de découverte, sur la transparence, l'émerveillement conjugué à la rigueur. Le tout dans la bonne humeur et le rire de Bernard, dont beaucoup ont parlé, ce rire complice, chaleureux, contaminant. Bonne humeur et rire, effectivement, un antidote à la morosité, une joie partagée. Ce rire était une joie partagée. On riait avec Bernard parce qu'on partageait sa joie. Avec lui, tout projet semblait aller de soi, si bien qu'à écouter Bernard, on avait l'impression que le livre était déjà écrit, alors qu'il était à peine esquissé. Comment, dès lors, ne pas souscrire aux idées qui se précipitaient? C'était, plusieurs l'ont souligné, un dialogue avec Bernard était un fourmillement d'idées, on allait de U à U à dia, et c'était toujours un plaisir de l'intellect et de la fraternité. En 2000, Bernard m'a confié La Renaissance, 1492-1598, Civilisation et barbarie. Le sous-titre n'est pas anodin. Un livre magistral sur le XVIe siècle, qu'il appréhende à travers les relations entre musulmans, juifs et chrétiens, déjà, la découverte de l'Amérique, la chasse aux sorcières, ou en s'appuyant sur les grandes figures du XVIe, Machiavel, Luther, Calvin, Dürer, Copernic, Cervantes, Palestrina, Shakespeare. Voyez le mélange des penseurs religieux, des réformateurs politiques, des musiciens, des écrivains. Donc là, on voit un kaléidoscope où Bernard excellait. Une civilisation, c'est pas qu'un réformateur, c'est pas qu'un homme politique, c'est l'accompagnement culturel, toujours. C'est une investigation, mais pour Bernard, c'était aussi un miroir d'aujourd'hui. Il l'écrit d'ailleurs, « La barbarie n'est pas, comme on le croit, l'antonyme de la culture. » On l'a vu avec le nazisme. Des liens complexes ont toujours uni la violence et le sacré. La barbarie naît au sein même de la civilisation, hier comme aujourd'hui. 6 ans plus tard, ont publié « Saintes ou sorcières, l'héroïsme chrétien au féminin » sous la direction conjuguée de Bernard et de Monique, que je veux saluer ici, grande historienne, son épouse et sa collaboratrice, dont je devais publier par ailleurs 2 livres, Réflexions sur le procès de la reine en 2006 et Normes et évidences en 2007. Sainte ou sorcière est un regard décapant sur la condition et l'image de la femme du Moyen-Âge à aujourd'hui. Femme immolée, femme violée, femme voilée, femme punie, femme battue. La liste est sans fin. Et là aussi, un livre d'une brûlante actualité. En 2008, Bernard, qui ne quitte pas la problématique protestante, bien entendu, publie La République et le Royaume, où il s'interroge sur la frontière entre le religieux et le politique, qui obsède Bernard tout le temps. Là encore, un livre qui nous interpelle en permanence, aujourd'hui. Cette même année paraît un livre jubilatoire, le traité des reliques de Jean Calvin, avec de précieuses notes de Bernard. Alors il révèle Calvin, qui est un homme austère, on l'a souvent souligné, se révèle dans ce livre un critique facétieux, voire un pince sans rire, ce qui, pour Calvin, est un peu osé comme expression. Avec cette satire ironique de 1543 sur les innombrables reliques vénérées au cours des siècles par l'Église catholique, Calvin se fait un plaisir de citer les innombrables croix, les innombrables couronnes d'épines, les corps de saint en triple exemplaire, le crâne de Saint Jean-Baptiste enfant, c'est la succulence extrême, et puis le braquemar de Saint-Michel, relique épinglée par Calvin, et dont Bernard traitera dans une postface, point d'orgue au traité de reliques, sous ce titre-là. Pour Calvin, l'humour est une arme
pour se débarrasser du culte des idoles et s'attacher à Dieu seul. Pour Bernard, l'humour est une façon de se distancier d'avec soi-même, de ne pas se prendre au sérieux. Bernard était un homme simple, ce qui me plaisait beaucoup en lui, et conscient en même temps de sa valeur, sans laquelle la simplicité n'est pas. Je dirais que les deux s'articulent. Mais il ne faisait jamais étalage. C'était extraordinaire, Bernard ne se mettait jamais en avant. Il avait la modestie des êtres de grand format, qui ne laissent pas indifférent. C'était un amoureux de la vie, un homme carrefour, où le rire de Rabelais venait corriger l'austérité de Calvin, où la truculence d'Henri VIII et la rigueur d'Élisabeth Ier étaient transcendées par Shakespeare. Homme de culture, homme de nature, il savait apprécier autant la recherche et l'écriture que les joies simples. Comment oublierais-je nos fréquentes rencontres, nos intéressables discussions, nos pérégrinations à travers Provins, au hasard de nos balades en Cévennes, dans ce pays camisard qu'il affectionnait pour sa résistance à l'intolérance et ses combats pour la liberté de conscience menés par les humbles, les petites gens qui sont morts pour le protestantisme. Nous avons publié encore, sous la direction de Bernard et Monique, Savoir et pouvoir au siècle des Lumières, un voyage à travers l'Europe des Lumières, notamment dans des pays jusque-là très peu abordés. Ce siècle leur était cher à Monique et à Bernard. Comment oublier le remarquable Jean-Jacques Rousseau qu'ils ont co-signé, entre autres choses. Enfin, en 2012, un hommage lui fut rendu, Réforme et Révolution, au titre symbolique, et qui rassemblait des essais de chercheurs, collègues, doctorants et amis français, britanniques et russes. Tel était Bernard Cotteret, historien fécond dont on a salué ici la production, dirais-je, de nombreux livres. On a cité Calvin, Cromwell, l'idée de Nantes, la Révolution américaine, Marx, la Réforme protestante, l'histoire d'Angleterre, les Tudors. Je ne peux pas tout citer naturellement. Tous ces livres font autorité et ont été publiés en de nombreuses langues. Il faut voir la dimension large de Bernard. Il n'est pas que français, il est européen et au-delà. Et au-delà. Sa vue fut hélas trop brève, mais son souvenir reste vif en nos cœurs. Et si je suis heureux et honoré d'avoir été l'un de ses éditeurs et d'avoir été invité aujourd'hui, je suis plus encore heureux d'avoir été son ami. Merci beaucoup.